L'examen du multiperspectivisme de Leibniz nous a conduit à travers la lecture de sa correspondance jusqu'à l'intuition de sa Philosophia Perennis. J'aimerais que nous continuions aujourd'hui l'examen des griefs que Étiamble retient contre Leibniz, griefs que nous avons commencé à examiner dans la précédente discussion. On voit comment Étiamble, lui-même, réputé pour être l'un des moins dogmatiques de nos penseurs français, qui a été maoïste en son temps, et d'obédience humaniste en tout cas, en toutes circonstances, sans complaisance à l'égard du christianisme, Étiamble juge pourtant la position de Leibniz ballottant entre l'admiration et l'ironie. Selon lui, selon Étiamble, en ce qui concerne l'ignorance chinoise des thèses créationnistes et chrétiennes, Leibniz, je cite Étiamble, Leibniz en prend aisément son parti, un peu trop aisément, fin de citation, reproche que vous trouvez dans l'Europe chinoise au tome 1, page 411. Car selon Étiamble, cette thèse créationniste est, je le cite, indispensable à la théologie catholique. Outre le lapsus possible, puisque effectivement Leibniz n'est pas catholique, donc il n'a pas à être le garant des dogmes du catholicisme, il n'est pas sûr que le principe d'une création soit indispensable à la théologie révélée, même si François Julien veut lui aussi absolument opposer la notion de création à la notion chinoise de procès. Je vous renvoie là à son ouvrage Procès ou création, introduction à la pensée des lettrés chinois, paru en 1989. Même si François Julien veut donc lui aussi opposer cette notion de création à la notion chinoise de procès, une discussion sur les verbes bibliques hébreux, baha ou asar, pourrait bousculer cette idée reçue. Bien qu'il ne théorise pas cette question, on voit bien que Leibniz saisit la moindre occasion de douter parce qu'elle lui semble utile à désarmer tout hégémonisme. En l'occurrence, et en son temps, celui de la pensée vaticanesque. Je considère donc contre Étiamble que la consistance doctrinale de la théologie de Leibniz implique directement une orthopraxie qui justifie plus d'accommodement encore que les jésuites eux-mêmes étaient réputés en faire. Émile Boutroux considère en effet que la philosophie de Leibniz est, je le cite, le centre lumineux dont les actes de sa vie extérieure sont en quelque sorte les rayons et les fulgurations. C'est ce qu'il écrit dans La vie et la philosophie de Leibniz, notice de la monodologie, page 16. Leibniz justifie son irénisme par une théologie du reflet, au profit d'un grand dessein remis au goût du jour. On peut aller plus loin. Leibniz nous semble même avoir cherché en Chine et dans les études chinoises des arguments favorables à l'irénisme et à la communication des Lumières, comme le reconnaît Étiamble. Leibniz croit pouvoir argumenter en faveur de son irénisme à partir des informations qui lui viennent de Chine, parfois à tort, c'est vrai, sur 2 points, comme il le concédera après examen, mais aussi à raison et sur l'essentiel, le dernier point. Donc, 3 axes de recherche orientent son excursus sinologique. 1. La langue chinoise. 2. La science susceptible d'être tirée du Yi Jing, le livre classique chinois, le livre des mutations. Et 3e axe, la théologie naturelle. Alors, en ce qui concerne la langue chinoise, Leibniz y vit d'abord la possibilité d'une langue universelle, utile, comme je le disais, à la communication des Lumières sur toute la surface de la Terre. En 1669 paraissait en Angleterre un ouvrage à succès
de John Webb intitulé An Historical Essay Endeavoring a Probability that the Language of the Empire of China is the Primitive Language, paru donc en 1669, une seconde édition paraissant en 1678. Et cet essai prétendait prouver, comme vous l'avez bien compris, que le chinois est la langue originelle de l'humanité, en se posant d'ailleurs comme un commentaire théologique du livre de la Genèse. En Genèse 11, 1, il est en effet écrit que toute la terre avait un seul langage et un seul parler. Fin de citation. Le père Kircher abondait dans le sens de la thèse, ainsi que d'autres auteurs d'ailleurs. On peut citer John de Marignoli par exemple, cité par Étiamble dans l'Europe chinoise. Il y avait bien sûr des détracteurs de cette thèse, mais elle était relativement débattue et acceptée, dans le but de faire des Chinois les enfants de Noé lui-même, dont ils reçurent la vraie religion en héritier inattendu d'un âge antédiluvien. La langue chinoise n'était donc pas seulement une curiosité philologique pour Leibniz, elle serait un indice archéologique des origines, elle pourrait bien être aussi, nonobstant le latin en vigueur, un outil efficace de communication entre les peuples les plus éloignés, c'est-à-dire non indo-européens. La langue chinoise est donc pensée comme une espèce de préfiguration de l'espéranto, une algèbre matricielle de la pensée humaine. C'est bien ce que Leibniz a cru, au moins pour un temps. Étiamble montre comment Leibniz tient compte de tous les arguments disponibles en son temps, en encourageant ses interlocuteurs épistolaires à cultiver la langue chinoise, notamment dans une lettre à Mathurin Wesser de la Croze, voyez dans le tome 5 des œuvres complètes de Leibniz aux éditions Dutens, tome 5, page 478 notamment. Et on voit que Leibniz évitait très intelligemment l'erreur du père Kircher qui avait voulu faire dériver le chinois de l'égyptien ancien, compris lui aussi comme une langue idéogrammatique, l'argument essentiel tenant à ce que chaque mot écrit, indépendamment de sa prononciation, y désignerait une chose ou une notion élémentaire. Autonomie donc par rapport à l'oralité, univocité des signes, tels auraient été les avantages du chinois. En 1679, approfondissant l'étude et la lecture du père Kircher, Leibniz dégrise toutefois de ses espoirs, car sans être devenu sinologue, il comprend que les signes ne sont pas aussi univoques qu'il le pensait, et renonce à voir dans le chinois une langue éligible à la fonction de langue universelle. Un autre malentendu attendait Leibniz dans ses pérégrinations vers l'Est. Il crut trouver dans les propos du père Bouvet confirmation d'une préinvention de la logique binaire, à partir d'une relecture du livre des mutations, le fameux Yi-Jing, comparable au système de Pythagore et de Platon selon lui, ce qu'évidemment le Yi-Jing n'est pas. On peut cependant se demander si les termes de bobard ou d'absurdité, n'est-ce pas, que Étiamble retient contre Leibniz, qu'il utilise pour qualifier cette herméneutique du Yi-Jing, ne sont pas excessifs ou injustes. Voyez l'Europe chinoise, page 406. Car sans entrer dans le détail compliqué des calculs qu'on peut tirer d'une numérologie du Yi-Jing, cette numérologie qui ne correspond pas aux attentes de Leibniz a tout de même un sens dans l'histoire même de ce texte, comme l'ont montré, en dépit des certitudes d'Étiamble, les exégèses du mathématicien Shaoyong. Et là je me permets, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce point, en français, un bon commentaire de Cyril Javary dans le discours de la tortue au chapitre 20 de cet ouvrage paru en 2003, page 463 et suivante.
Passé l'actualité d'un débat qui ne pouvait s'affranchir des codes de son temps, ni s'éclairer en dehors du paradigme biblique, il me semble injuste d'ironiser, comme le fait Étiamble, sur les billes visées, je cite Étiamble, ou la stupéfiante aberration d'une tête parmi les mieux faites de son temps, je cite encore Étiamble. Si la science historique n'a pas donné raison à Leibniz sur les arguments qui visent à faire de Fouchi, l'auteur légendaire du livre des mutations, un patriarche des temps prébabéliens, si les progrès de la sinologie ont donc donné tort à Leibniz sur le fond, ne reste-t-il pas pertinent dans sa méthode du dialogue culturel ? Bien qu'historiquement fausse, son hypothèse correspond stratégiquement à l'idée qu'il se faisait d'une christianisation de la Chine par le moyen d'un développement des sciences. On en prendra la mesure en le comparant par exemple à la rigueur du Vatican dans la querelle des rites, strictement centrée sur l'imposition du rituel liturgique romain et la condamnation de Confucius, et aux méthodes militaro-commerciales des puissances occidentales et du Japon des 19 et 20e siècles. Leibniz fait œuvre de chercheur fécond et, ce qui n'est pas la moindre des choses, pacifique ou pacifiste, comme logicien et comme diplomate. Voilà, je voudrais continuer cette analyse avec vous dans une prochaine discussion sur le pacifisme de Leibniz et les échos ou les commentaires qui en ont été faits par d'autres philosophes ou sinologues occidentaux. Mais je m'en tiens là pour aujourd'hui, je m'en tiens là sur cette critique à la fois enrichissante, mais parfois un petit peu excessive, un petit peu emportée d'Étiamble contre Leibniz. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour la suite de ces discussions sur l'universalisme et le pacifisme de Leibniz qui peuvent, de loin en loin, servir à comprendre celui de la doctrine socialiste, puisque, comme je vous le rappelle, si je m'y intéresse ici, c'est parce que Xi Jinping y fait référence. Xi Jinping rend hommage à Leibniz. Belle journée à tous et à très bientôt.